RTF. Le train file dans la nuit entre Fribourg et Lausanne. À bord, des passagers somnolent, une vedette de la télé papote avec sa femme et un employé de la poste trie le courrier dans le dernier wagon. Mais dans cette nuit brumeuse qui enveloppe les vignes de Lavaux, des hommes cagoulés s'apprêtent à frapper. Ils ont tout prévu. Le tunnel où le train ralentira, le pont sur lequel il s'arrêtera, les voitures dans lesquelles ils s'enfuiront avec leur butin. Ils ont aussi des menottes pour immobiliser et des armes pour menacer. Oui. Épisode 39, le braquage de l'Intercity 744. « 7 décembre 1996. Dans le ciel de Suisse romande, c'est l'affrontement. Le soleil se bat avec le stratus. Le premier veut percer sur le plateau, tandis que le second résiste comme il peut. Il fait pas très chaud sur les bords du Léman. Le thermomètre descend un tout petit peu en dessous de zéro pendant la nuit et remonte un tout petit peu en dessus de zéro le jour. À Nyon, on annonce un vol de voiture. Le ou la propriétaire d'un Renault Espace Vert s'est fait piquer son véhicule. À Fribourg, c'est une Peugeot bleue stationnée devant l'hôpital qui disparaît, tout comme une Audi rouge qui était parquée dans un garage souterrain. Personne ne fait le lien tout de suite, mais durant la même période, entre le 1er et le 10 décembre 1996, ce sont aussi 3 jeux de plaques qui sont volés dans un parking de l'aéroport de Genève. 3 jeux de plaques pour autant de voitures volées. Le gang de braqueurs se prépare. Ils sont 5. Ils parlent français et italien. Ce sont des pros, des cracks. Dans leur équipement, il y a des habits sombres, des bottes de combat, des cagoules, des menottes. Et bien sûr, il y a des armes. À ce stade, quelques jours avant le braquage, ils ont déjà récolté bien des renseignements. Ils ont déjà fait bien des repérages, des planques, des observations. Ils savent exactement quand, quoi, qui et comment ils vont frapper. Leur plan, c'est de braquer le wagon postal du train Intercity 744. C'est celui qui parcourt la Suisse d'une extrémité à l'autre, de Saint-Gall à Genève. Et puis, ils savent surtout où ils vont frapper. Ce sera entre Puidoux et Grand-Vaux, en plein dans les vignes de Lavaux. Lavaux, c'est un décor de carte postale, mais en vrai. Les vignes sont en terrasse, accrochées aux pentes abruptes du Léman, comme autant de balcons suspendus entre le ciel et le lac. Des kilomètres de murs, de rangs étroits, de villages blottis dans les coteaux. De Chillon à Lausanne, ça grimpe, ça descend, ça serpente, et ça produit du vin, du vrai, du bon, du local. Les Romains cultivaient déjà un peu la vigne par ici, mais ce sont les moines qui, dès le XIe siècle, ont dompté et sculpté le paysage à coups de pioche et de patience. C'est un site exceptionnel, aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais qui a failli être dévoré par l'urbanisation de la région. Parmi les fervents défenseurs de ce paysage, dès le début des années 70, il y a l'écologiste Franz Weber.
On l'entend dans cette archive RTS de juin 1977. Il défend sa première initiative cantonale baptisée « Sauver Lavaux ». Franz Weber, pourquoi une telle initiative aujourd'hui? Parce qu'on a fait une pétition, on a eu 102 000 signatures, même plus, et ça n'a pas donné de suite. Il faut absolument sauver Lavaux, il faut protéger Lavaux. Pour ça, une initiative, puisqu'on n'arrivait pas par les autres moyens de sauver Lavaux, de protéger Lavaux. C'est pour cette raison-là. Mais pourquoi une protection du vignoble de la Lutrive jusqu'à Corzier? Parce que d'abord, Lavaux fait un tout, n'est-ce pas? Et ensuite, justement pour marquer également qu'à Lutrive, on a déjà beaucoup pêché, beaucoup saccagé, on a mis énormément de terrain dans la zone à bâtir. Alors quand même, je pense qu'on doit ça au peuple vaudois surtout, de protéger Lavaux. Un tel article a-t-il sa place dans une constitution cantonale? Il a justement sa place parce que Lavaux fait un tout. Oui, mais une telle clause peut surcharger cette constitution. Oh, mais vous savez, vaut mieux surcharger la constitution que de détruire un paysage. Mais franchement... C'est dans ce paysage magique que serpente la ligne CFF de l'Intercity 744 Saint-Gall-Genève qui circule via Zurich, Berne et Fribourg. En provenance du nord du pays, après avoir traversé la campagne, le train entre à Puydou dans le tunnel de Cornala. À la sortie, après 494 mètres de ténèbres, c'est plein ouest, direction Lausanne, avec une vue époustouflante sur le Léman. D'ailleurs, l'ouvrage est surnommé « Le tunnel des billets de retour », parce qu'il paraît que quand les Suisses allemands en sortent, ils sont tellement scotchés par la beauté du paysage qu'ils jettent leurs billets retour par la fenêtre, persuadés de ne plus jamais rentrer chez eux. Mais si Lavaux a été sauvé, ce n'est pas le cas de toutes les gares des villages vignerons de la région. Comme partout dans le pays, bon nombre d'entre elles ont été fermées en raison des changements d'habitude du public et de l'automatisation des infrastructures. Celle de Grandvaux est par exemple désertée en novembre 1988. On entend son chef de gare tout dépité dans cette archive RTS. Alors voilà mon successeur, appareil électrique et électronique, qui fera mon travail en ce qui concerne le service des trains. Mais le travail de vente du service voyageur sera totalement supprimé. Enfin, totalement supprimé, remplacé par des automates et remplacé ici à Grandvaux par le bureau de poste qui vendra des titres de transport pour arranger les gens de la région, les abonnements, les billets de simple course aller-retour. Un trafic réduit mais qui rendra service, qui remplacera le bureau de la gare. Alors combien de trains passent par jour? Alors environ en moyenne 160 trains passent à Grandvaux, dont 50 trains omnibus s'arrêtent. Ça vous fait quelque chose de partir? Oui, ça me fait un pincement de cœur, tout à fait, parce que j'aime bien la région, j'aime bien ma clientèle, qui m'apprécie, j'espère aussi. Et ça me fait un pincement au cœur de devoir fermer une gare. Et il n'y a pas que les CFF qui sont contraints de se réorganiser dans cette période charnière de la fin des années 80, début des années 90. La Poste, elle aussi, doit rationaliser, économiser, surtout depuis que les PTT ont perdu leur branche très lucrative des télécoms. Et parmi les économies décidées par la direction du Géant Jaune à l'époque, il y a la baisse des effectifs dans les wagons postaux. Jusqu'à fin mai 1996, il y avait encore 3 personnes par convoi pour trier lettres, paquets et valeurs pendant les trajets, mais plus qu'une seule, dès le mois de juin 1996. Autre changement, quelques mois plus tard, en novembre 1996, c'est tout le système de gestion des trains de tout l'ouest de la Suisse qui passe du manuel à l'informatique. Une véritable révolution technologique pour cette grande région que les CFF appelaient leur premier arrondissement, aux côtés des 2 autres arrondissements, celui de Zurich et celui de Lucerne. Ainsi, à Lausanne, dès novembre 1996, ce sont 6000 trains qui sont gérés depuis une sorte de tour de contrôle à 50 millions de francs. Évidemment, le directeur du premier arrondissement de l'époque, Philippe Gaudron, est très fier de la nouvelle installation. C'est l'endroit, si on compare au trafic aérien, où les contrôleurs dirigent les convois ferroviaires sur l'ensemble de la Suisse occidentale. Archive RTS. Nous avons mis l'informatique au service de la conduite de l'exploitation ferroviaire. On peut ainsi
en temps réel, suivre l'ensemble de nos convois et ainsi agir sur la marche des trains. Avant, on devait prendre beaucoup de temps pour recenser nos trains donc à la main. Et actuellement, étant donné que c'est le computer qui le fait, on a beaucoup plus de temps pour prendre des décisions et pour en discuter avec les gars. D'après j'ai compris, c'est avec un accident avec une voiture. Faut voir le deuxième, téléphone vite au deuxième, et tu lui demandes s'il y a un bus qui est prévu pour le régional. Là. 50 millions de francs de l'époque pour gérer 6000 trains. Mais aucun bouton rouge dans les locomotives pour dire « on est en train ». « 11 décembre 1996, gare de Saint-Gall. Il est 19h30. Dans un peu plus de 10 minutes, l'Intercity 744 s'élancera à travers la Suisse. Aux commandes, un mécanicien genevois de 29 ans. Appelons-le Nicolas. Nicolas pilote une puissante locomotive RE44 qui tracte un convoi de 370 mètres de long, composé de 12 wagons voyageurs de première et deuxième classe séparés par une voiture-restaurant. Mais si on a la flemme de se lever, pas de problème. Le mini-bar à roulettes fait des allers-retours pendant tout le trajet avec ses cafés, minéral, sandwich. Il y a toujours de quoi se désaltérer et de quoi grignoter. À l'arrière du train, 2 wagons ferment la marche. L'avant-dernier est rempli de marchandises et le dernier est réservé à la poste. 19h41. Le convoi s'ébranle dans un puissant grondement métallique. Dans le wagon de la poste, l'unique employé présent, un frontalier français, gère la cargaison. Elle s'étoffe d'arrêt en arrêt. Il y a des paquets, des lettres, des recommandés répartis à l'intérieur de sacs en provenance de Suisse allemande et du Tessin à destination de la Suisse romande. Certains de ces sacs sont plombés. Ce sont ceux qui renferment des valeurs. Pour combien en tout exactement ? Difficile à estimer. Il paraît que le train transporte parfois les fonds destinés aux bancomates, ou encore les vieux billets à recycler de la BNS, ainsi que les nouveaux billets de la BNS à distribuer, comme à l'époque le nouveau billet de 20 francs, d'ailleurs orné d'une chouette locomotive à vapeur, soit dit en passant. Il arrive aussi que les grandes banques fassent circuler leurs valeurs en train. Impossible de vérifier, ces secrets sont bien gardés. Mais ce soir-là, il y a peut-être une 20aine de millions de francs. C'est possible ou pas ? Peut-être un peu plus ? Ou peut-être beaucoup moins. 22h13. Arrêt à Berne. Parmi les passagers qui montent en première classe, il y a un journaliste vedette de la télévision suisse romande, aïeul de la RTS. Il s'appelle Jean-Philippe Rapp. Il a longtemps présenté le téléjournal et en décembre 1996, il cartonne tous les midis depuis 2 mois avec sa nouvelle émission Zigzag Café. Il a passé la soirée à Berne avec sa femme, à l'invitation de la Société des Genevois. Il s'agissait de célébrer la fête de l'escalade dans la capitale fédérale. Dans son discours, il a développé le thème suivant. Comment réagir en situation de crise ? Ce soir-là, il va très vite passer de la théorie à la pratique. 22h40. Le mécanicien arrête son train en gare de Fribourg. Tout est calme, tandis qu'il observe le chef de train sur le quai de droite, comme l'exige le règlement. L'enquête dira que c'est probablement à ce moment-là, à Fribourg, que 2 membres du groupe de braqueurs se sont faufilés dans la locomotive. Habillés de noir,
peut-être même déjà cagoulés, ils se seraient fondus dans l'obscurité depuis le côté gauche du train. Ils se seraient faufilés le long des voies jusqu'à la porte de la cabine arrière. Facile, elle reste toujours ouverte pour garantir un chemin d'évacuation au pilote en cas d'accident. En tout cas, dans sa cabine, le mécanicien n'a rien entendu. Il quitte Fribourg quelques minutes plus tard, sans se douter que 2 hommes armés se dissimulent dans la pénombre de sa loco à quelques mètres de lui. À l'autre bout du train, le postier non plus ne se doute de rien, alors que l'Intercity 744 déchire la nuit profonde de la campagne fribourgeoise. Dans son wagon, il y a maintenant 26 sacs postaux, y compris les sacs plombés, facilement reconnaissables, qui contiennent des valeurs. Vers 23h25, le train pénètre dans le tunnel de Kornala, le fameux tunnel des billets retour. Il circule exceptionnellement côté montagne, à cause de travaux sur les voies. D'ailleurs, il faut ralentir, beaucoup ralentir, jusqu'à 30 km/h pour des raisons de sécurité. Après 494 mètres de ténèbres, l'Intercity débouche à faible allure dans une nuit brumeuse, impénétrable, au milieu des vignes, sans raisin ni feuilles, entre Puy-Doux et Grand-Vaux. C'est là que 2 braqueurs armés et cagoulés font irruption dans la cabine de la locomotive. Ils ordonnent au jeune mécanicien de ralentir encore, et encore. Il est impuissant, il ne peut pas donner l'alerte, il ne peut qu'obéir. Muni d'un talkie-walkie, l'un des 2 hommes est en contact avec ses complices qui attendent plus loin dans la nuit, près d'un pont. « Stop !» Au signal, le pilote arrête le convoi juste avant d'être menotté dans le local technique. À Lausanne, les employés de la gare ne peuvent que constater sur leur tableau informatisé dernier cri que l'Intercity 744 s'est immobilisé au milieu de nulle part. Voie obstruée, panne technique, ils ne peuvent rien faire dans l'immédiat. D'ailleurs, ils n'ont pas vraiment de raison de s'inquiéter tout de suite. En Lavaux, en revanche, c'est la course. Les 2 braqueurs quittent la locomotive et s'enfoncent dans l'obscurité. Jusque-là, le plan se déroule sans accroc. Le wagon postal s'est arrêté pile à l'endroit prévu, juste au-dessus d'un pont qui enjambe le chemin de Lucie, une petite route très discrète. Les 3 voitures volées sont stationnées là, sous le pont et le long du talus qui longe la voie de chemin de fer. Il n'y a que quelques pas et une petite pente toute douce qui sépare désormais les malfrats des sacs postaux. Quelques pas très vite franchis par 3 hommes cagoulés. Évidemment, la porte du fourgon postal est censée être fermée, non seulement de l'extérieur, mais aussi grâce à un verrou intérieur, un loquet manipulé par le postier, l'ambulant, comme on dit. Mais pas ce soir-là. On ne sait pas pourquoi la porte extérieure n'est pas verrouillée à ce stade. En revanche, on sait que le loquet intérieur est cassé, comme dans de nombreux autres wagons postaux. Ainsi, les 3 braqueurs n'ont qu'à faire coulisser la porte avant de foncer à l'intérieur, cagoulés, armés, menaçants, impressionnants. Ils ont vite fait de menotter l'employé à un banc métallique. Tout se déroule en un rien de temps. Tous les sacs postaux volent dans les airs. 1, 2, 3, 26 sacs sont jetés en dehors du wagon postal et embarqués dans les voitures. Un Renault Espace Vert, une Peugeot bleue et une Audi rouge, qui disparaissent maintenant en toute discrétion dans l'épaisse brume qui enveloppe la nuit vaudoise. Il est 23h33. L'attaque n'a pas duré plus de 8 minutes. Le chef de train est inquiet. Que se passe-t-il? Qui sont ces gens qui courent dans la nuit? Combien sont-ils dans ces 3 voitures? Ont-ils fait du mal au postier? Et le mécanicien? Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas aux appels? Que lui est-il arrivé?
Alors, avec un collègue, le contrôleur se rend dans la locomotive et il découvre le pilote menotté, en état de choc. Il alerte immédiatement la police. À l'intérieur du train, Jean-Philippe Rapp profite du passage du mini-bar sur roulette pour commander un café. La réponse du serveur l'interpelle. Il lui propose un cognac. Le journaliste raconte lui-même la scène dans cette archive RTS. C'est vrai que ce train s'est arrêté, comme vous l'avez indiqué, à 23h40. Lorsque vous êtes dans un train qui s'arrête de cette manière, vous imaginez d'abord qu'il y a une panne, vous attendez que les choses se passent, et puis on ne vous dit pas grand-chose. Il faut dire que les gens du train ont bien géré, ils ont laissé entendre qu'il y avait une panne, on s'agitait un peu dans les couloirs, et puis, à un moment, il était peut-être minuit moins 5, il n'y avait pas encore de police, en tout cas pas que j'ai vu. Et passé la personne qui transporte le bar, vous savez. Oui, les cafés chauds, les alors, limonades. je lui ai dit, je vais vous prendre un café, parce que j'ai l'impression qu'on a une panne pour un moment. Il me dit oui, et vous auriez même intérêt à prendre un cognac. Alors, je lui dis, bon, pourquoi je devrais prendre un cognac? Il me dit, ben voilà, le conducteur du train est menotté, et on n'arrive pas à enlever les menottes. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit, premier réflexe professionnel, j'appelle la rédaction de la radio et qui doit communiquer cela à la TV pour qu'on puisse en parler ce matin. Deuxième réflexe, les gens commencent à en parler un tout petit peu dans le train, avec à la fois un peu d'appréhension parce qu'on s'est dit, ou certains se sont dit, finalement ils auraient pu du même coup piller le train. Oui. Et puis, vous savez, dans ces circonstances, le climat s'est assez vite détendu. Rapidement après l'alerte, vers minuit, une patrouille de la gendarmerie arrive sur les lieux, suivie par les premiers enquêteurs de la sûreté. Ils arrivent vite, mais trop tard. Les gangsters sont déjà loin. Un reporter de la radio suisse romande, autre ancêtre de la RTS, arrive lui aussi sur place dans la foulée, avec son micro qu'il tend au chef de train, un témoin de premier ordre. Le train a ralenti plusieurs fois, il s'est arrêté. Après j'ai entendu les portes du fourgon s'ouvrir et puis j'ai vu 3 personnes cagoulées qui jetaient les sacs à toute vitesse dehors. Puis après j'ai essayé de prendre contact avec le mécanicien, puis ça marchait pas. Évidemment, vu qu'il était menotté, il pouvait pas répondre. On était voir devant, il était menotté dans la cabine. Alors là, on a appelé la police. Après, ils sont venus pour le délivrer aussi le postier qui était menotté dans le fourgon. D'après ce qu'il m'a raconté le mécanicien, ils lui ont ordonné de s'arrêter à un certain endroit, là où les complices attendaient avec des voitures sur la route. Et vous les avez vus partir? Oui, je les ai vus partir, ouais. 3 jeunes hommes cagoulés, c'est un peu difficile, ils faisaient nuit noire. Tout d'abord, j'ai pas tellement réalisé, parce que c'est vraiment un peu de la fiction. Et puis finalement, j'ai un peu paniqué, parce que j'aurais pu me faire taper dessus. En fait, ça s'est passé très vite, parce que les gens sont partis tout de suite, après il n'y avait plus personne. Pendant 2 heures, le train reste immobilisé au milieu des vignes. À l'intérieur, les enquêteurs s'affairent pour récolter des témoignages, pour rechercher des indices. La femme de Jean-Philippe Rapp se souvient d'hommes à l'allure de malfrats qui sont montés à Berne, dit-elle. On enregistre sa déposition, mais tout cela est bien maigre en matière d'indices. Pendant ce temps, 4 convois, dont 3 de voyageurs, sont déviés par Chèvre. On déplore de légers retards. Quant à l'Intercity 744, il arrive finalement à Lausanne vers 1h30 du matin. Les passagers n'en reviennent toujours pas. On a passé un pont, on a commencé vraiment à ralentir. Et puis là, par hasard, j'ai regardé sur la droite pour voir si on était déjà du côté du lac Léman, si on avait déjà passé le dernier tunnel là. Et puis j'ai vu effectivement des voitures dont la dernière était sans phare. Donc ça m'a vraiment... je me suis dit avant. Et la contrôleuse, elle, a vu une personne descendre du train encore en marche. C'est ce qu'elle m'a raconté, qu'elle avait vu quelqu'un descendre en marche et puis quelqu'un partir dans la nature. Donc, il y avait 2 personnes, en tout cas dans le train, qui sont parties au moment de l'arrêt du train. Le train s'est arrêté. Ils ont juste dit qu'en fait, il y avait le wagon-poste qui avait été attaqué et puis que le conducteur avait été attaché et puis que le wagon postal avait été cambriolé, en fait. On a vu la police arriver, etc. Ça fait la télévision depuis 1h30. Et voilà.
que sur le territoire vaudois, un nouveau jour se lève, des polémiques enflent déjà. Est-il vraiment nécessaire de laisser les portes des locomotives toujours ouvertes pour garantir la sécurité des pilotes ? Parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Plusieurs intrusions ont déjà eu lieu ces dernières années, tant au CFF que chez des chemins de fer privés. Et puis, était-ce vraiment une bonne idée de réduire les effectifs dans les fourgons postaux ? Un représentant du syndicat des PTT monte aux barricades dans le téléjournal. Dans le train concerné, c'est-à-dire dans le wagon, jusqu'à fin mai 1996, on avait 3 collègues. Mesure d'économie, il y a depuis début juin un seul collègue pour effectuer le travail. Depuis plusieurs mois, les syndicats ont même déposé un rapport auprès de la direction des PTT. Ils demandent que les envois de valeur transitent désormais par la route et non par le rail considéré comme trop dangereux pour ce genre de transport. C'est dangereux puisque c'est toujours à des heures fixes. Avec des indiscrétions, on peut prendre connaissance de certaines informations. Avec la route, on a d'autres moyens qui sont à notre disposition pour assurer une meilleure sécurité. Reste qu'en Suisse, ça n'arrive pas tous les jours, ce genre de crime, même s'il y a bien eu quelques précédents. Par exemple, le braquage du wagon postal du direct Bâle-Zurich, le 13 octobre 1993. Un employé avait été blessé, butin estimé plusieurs millions de francs. Il y a aussi eu une attaque entre l'aéroport de Zurich et Winterthur, le 19 décembre 1988. 4 personnes avaient fait irruption dans le train avec des pistolets mitrailleurs pour dérober un peu plus de 2,5 millions. À l'étranger, au printemps 1990, c'est un convoi allemand à destination de Düsseldorf qui est pris pour cible, 2 jours seulement après un train autrichien qui roulait en direction de Vienne. Là, les malfrats avaient même abattu un employé de la Poste avant de s'enfuir avec un butin de 5 millions de francs. Heureusement, au milieu des vignes de Lavaux, personne n'a été tué ni même blessé dans cette opération réglée comme du papier à musique. Une opération tellement bien réalisée que la police est dans les choux. Elle ne peut que constater que le train a été arrêté avec le plus grand soin, à un endroit stratégique. À part ça, elle n'a rien. Pas un indice. Tout juste quelques témoignages brumeux, de vagues descriptions et des traces de pneus et de chaussures sur le bas-côté de la route. Dans les médias romans, on compare très vite cette attaque à la fameuse attaque du train Glasgow-Londres, commis le 8 août 1963. Une quinzaine d'hommes avaient braqué un convoi postal en pleine nuit. Archive RTS. 3 heures du matin, le train postal Glasgow-Londres fonce dans la nuit. 500 mètres avant le passage à niveau de Sears, un signal rouge oblige le mécanicien Mills à stopper son convoi. Que se passe-t-il ? Tout simplement le hold-up du siècle, monté et réussi de main de maître. Le chargement de ce train, il est vrai, peut susciter une certaine convoitise. Sur 12 wagons, 2 renferment 128 sacs bourrés de liasses de billets de 1 et de 5 livres. En tout, 2 500 000 livres, soit 35 millions de nos francs. 45 minutes ont suffi aux 14 membres du gang pour rafler le magot. Comme en Lavaux, un wagon sur un pont. Comme en Lavaux, des voitures juste en dessous. Comme en Lavaux, une bande hyper organisée qui disparaît dans la nuit sans avoir tiré un seul coup de feu. Comme un écho à 1963, le scénario du Glasgow-Londres semble rejoué, cette fois dans les vignes, au-dessus du Léman. Sauf qu'en 1963, la police britannique a tôt fait de repérer la planque des malfrats, une ferme isolée dans laquelle ils ont longuement préparé leur coup. Des empreintes récoltées sur les lieux et quelques indices des bas-fonds de Londres permettront d'arrêter la plupart des membres du gang. Parmi eux, un certain Ronnie Biggs. Condamné à 30 ans de prison, il parvient à s'évader et à se réfugier au Brésil. En 1992, une équipe de la RTS lui rend une petite visite à Rio. Sur les images, il a l'air en pleine forme. Découvert par Scotland Yard, Biggs a réussi jusqu'à maintenant à éviter son extradition vers la Grande-Bretagne en faisant un enfant à une danseuse brésilienne. En effet, la loi interdit l'extradition d'étrangers ayant des enfants autochtones. Aujourd'hui, je regrette encore le coup de matraque que nous avons donné au conducteur du train. Mais sinon, je ne regrette rien.
Et si j'avais à le refaire, eh bien je le referais. Cette affaire m'a tout de même rendu célèbre. Une célébrité dont il profite en animant une émission de radio ou en faisant payer les touristes qu'il invite à ses barbecues. Il enregistre même 2 chansons avec les Sex Pistols. Ronnie Biggs est une telle star que le journal Le Temps le contacte dans sa retraite brésilienne au lendemain de l'attaque de l'Intercity 744 en Lavaux. Ce que vous m'annoncez là me remplit de joie, dit-il au journaliste, avant d'ajouter « C'est vraiment du super calibre. Je ne peux que féliciter les professionnels qui ont réalisé le coup. Bravo les gars, je vous adresse mes sincères compliments. » Estime-t-il que le coup a été inspiré par son propre braquage ? Oui, sans doute, répond le criminel en cavale, qui précise que s'il y a bien eu plusieurs attaques de train vaguement à l'image de celle du Glasgow-Londres depuis 1963, celle de l'Intercity 744 est de loin la plus ressemblante. Mais derrière le mythe qu'il est devenu au fil du temps, il y a un homme rattrapé par la réalité. Victime de problèmes de santé, Ronnie Biggs finit par rentrer au Royaume-Uni en 2001. Il est immédiatement arrêté et jeté en prison pendant 10 ans. Celui qui se considérait comme un gentleman cambrioleur, comme le dernier bandit romantique, meurt en 2013 des suites d'une longue maladie. Un bandit romantique. Ça existe vraiment, un criminel comme ça ? En tout cas dans la presse, le braquage vaudois fait davantage sourire qu'inquiéter. En Suisse alémanique, le journal Blick se lâche. Dans une chronique totalement décomplexée, un journaliste imagine les braqueurs du Saint-Gall-Genève se retrouver dans leur planque, un chalet confortablement chauffé par les flammes d'un poêle. Ils boivent du vin italien en ouvrant un à un les 26 sacs qu'ils ont dérobés. Ils en profitent pour lire quelques lettres d'enfants qui écrivent à leurs grands-parents pour demander une poupée Batman ou un CD des Backstreet Boys pour Noël, tout en comptant leur butin. Mais d'ailleurs, il y avait combien en réalité dans le wagon postal braqué entre Puydou et Grandvaux ? 2, 5, 10, 20 millions de francs ? Encore plus ? Ce qui est certain, c'est que les braqueurs n'ont sans doute pas planifié tout ça pour des clopinettes. Ils devaient être bien renseignés et certains de toucher le jackpot. Eh bien en fait, non, pas du tout. Les premières estimations communiquées par la Poste suisse font plutôt état d'une somme avoisinant les 500 000 francs. C'est ce que dit le porte-parole des PTT à la RTS le 18 décembre 1996, une semaine après l'attaque. D'après les derniers renseignements que l'on a et qui vraiment comportent un très haut degré de précision, on peut dire environ que le butin s'élève à 1 demi-million de francs environ. Pas davantage. Est-ce qu'on est sûr de ces informations ? Est-ce qu'on peut considérer que les PTT disent la vérité en citant le chiffre de 500 000 francs ? Écoutez, la Poste n'a pas pour habitude de mentir, surtout pas quand elle donne des interviews. Et vraiment, les chiffres que l'on a sont basés sur des données réelles des clients qui ont été lésés dans cette affaire. Et qui va assumer la responsabilité du vol ? Donc là, pour les envois avec valeur déclarée, donc c'est une catégorie d'envois postaux qui est un peu particulière. Donc le client lui-même déclare une valeur. Et cette valeur déclarée, le problème c'est qu'elle correspond généralement jamais à la valeur réelle du colis, ce qui fait que la responsabilité de la Poste s'arrête à cette valeur déclarée qui en l'occurrence est nettement inférieure au montant réel dérobé. 500 000 francs, un demi-million, c'est tout. Mais c'est largement assez pour poursuivre l'enquête.
Yves Paudet, bonjour. Bonjour. Yves Paudet, vous êtes policier retraité, auteur de polar. Vous avez publié en 2021 un roman directement inspiré du braquage de l'Intercity 744. Une fiction intitulée « Le train des brumes » est parue aux éditions Plaisir de lire. Il faut dire que vous la connaissez bien, cette affaire Yves Paudet, puisque vous avez travaillé dessus en qualité d'inspecteur de la police de sûreté vaudoise, où vous avez d'ailleurs fini par être nommé commissaire. À quel moment vous avez commencé de travailler sur cette enquête, à l'époque en tant que policier? Le soir même, quelques jours plus tard, quand? Alors je vais commencer par vous faire un aveu. Je n'étais pas sur les lieux. Et j'ai hérité de cette enquête avec mon collègue Zanetti 2 jours plus tard. Et on a repris l'affaire à zéro en essayant de comprendre comment le commando avait réussi à faire cette opération. Quel rôle déjà a joué la météo? C'est la complicité la plus performante du gang, puisque la météo, le jour de l'action, il y avait un brouillard, comme on dit chez nous, à couper au couteau, et les témoins n'ont quasiment rien vu, si ce n'est une voiture qui part feu éteint, suivie de 3 autres avec des phares le long du chemin vicinal. On n'a que ça au niveau de la météo. Et la météo, puisqu'on parle de la météo, elle nous fait un deuxième tour pendable, que juste après la brume, il y a d'abondantes chutes de neige, ce qui retardera considérablement la découverte des véhicules volés, près d'1 mois, avant de trouver le fourgon qui avait les sacs valeurs. Vous dites une voiture feu éteint plus 3 autres voitures. Moi, dans les informations que j'ai trouvées, Yves Paudet, il y avait que 3 voitures impliquées. Donc vous avez un premier scoop à nous donner. Non, du tout. C'est ce que les gens ont vu. Vous connaissez le poison du témoignage. On prend note de ce qu'ils disent. Ensuite, quand on a fait l'enquête et 1 mois après, on a découvert les voitures, là, on n'était plus qu'en présence de 3 voitures. Yves Paudet, vous avez dû souvent y penser à la manière dont ces braqueurs avaient préparé leur coup. Ils ont dû faire quoi? Ils ont dû s'y prendre combien de temps avant? Alors, les travaux sur la voie dataient de 6 mois. Il y a dû avoir des observations minutieuses. Ils ont dû loger. Ils ont dû prévoir où, on n'a jamais trouvé où, ils ont dépouillé les sacs. Ces sacs étaient secs quand ils ont été retrouvés. Donc, ils bénéficiaient d'un local. Je vous épargne tout le battage qu'on a fait médiatique pour trouver où le butin a été dépouillé. On n'a rien. Il y a une seule chose intéressante qui nous permet de dire qu'ils ont bénéficié d'un local dans les 10 km de rayon. Pourquoi? C'est un truc intéressant de l'enquête. Quand le Renault Espace s'est fait voler à Nyon, son propriétaire avait remis les kilomètres à zéro. Et on a refait le trajet, c'est-à-dire le trajet Nyon, lieu du vol de l'Arnaud, jusqu'à Riez, lieu de l'action, jusqu'à Lausanne, où on l'a retrouvé, route de la Feuillère. Il n'y avait que 16 kilomètres de différence. Ouais. Donc, ils avaient dans les 10 kilomètres un local qu'on n'a jamais retrouvé, malgré un énorme battage dans la presse, les médias, la radio, le tout-ménage dans la région. Beaucoup de renseignements, rien de valable. Et l'ambulant, enfin le postier, il y a figuré quand même à un moment donné sur la liste des suspects. Vous l'avez interrogé? Il a été entendu plusieurs fois, oui. Et qu'est-ce qui a fait que vous l'avez disculpé, que vous l'avez ressorti de l'enquête? À sa décharge, bon, déjà le manque de traçabilité du butin est handicapant pour nous, mais à sa décharge aussi, il n'était pas formellement attribué à ce trajet. Et il avait un tournus toutes les 6 semaines. Donc, à sa décharge, voilà. On n'a pas pu faire le lien. Et puis, entre lui, bien entendu, inconnu, et les délinquants, tout le reste. Complicité interne, il y a dû avoir pour avoir des renseignements, c'est sûr. Mais ce n'était pas évident que ce soit l'ambulant. De où auraient pu venir ces informations, alors? CFF, la Poste? Je pense que c'est plutôt les PTT, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 13 wagons CFF, mais le dernier wagon est PTT. Et les transferts, c'était notoire qu'il y avait beaucoup d'argent qui était transféré. Et sur cette ligne-là, c'était notoire aussi qu'il n'y avait qu'un ambulant des armées. Et là, c'était une faille du système, au même titre qu'au CFF, ils ont pu monter dans le train d'une manière vraiment aisée. Oui, parce que à Fribourg, c'est là où on pense qu'ils sont entrés. C'est là qu'ils sont montés. Les portes de la locomotive sont ouvertes. Il y a pas de rétroviseur. Ils peuvent attendre dans un endroit désert. Le train s'arrête à Fribourg. Il n'y a plus d'éclairage. Il est trop long. Il s'arrête où il n'y a pas d'éclairage sur le quai.
La locomotive 442 n'est pas équipée de rétroviseur. Donc le mécanicien qui conduit la locomotive peut pas voir si quelqu'un rentre à contresens sur les voies, ce qui a été le cas. Ensuite, ils s'introduisent dans la locomotive. Pour les motifs sécuritaires, les portes sont ouvertes. Il n'y a même pas besoin de les ouvrir, pas besoin de clé. On se cache dans la machine, puis on intervient plus tard. Et en plus, en 96, les CFF avaient retiré toutes les caméras de la gare de Fribourg. Voilà pour les failles sécuritaires qui sont assez marquées. Là-dessus, vous avez le dernier wagon qui a le loquet de sécurité, comme beaucoup d'autres, qui est cassé. Et vous avez les télécommunications qui nous disent on ne peut pas vous fournir les communications en talkie-walkie, puisqu'ils ont arrêté le train par le biais des talkie-walkie. Voilà, le départ. Donc, en plus de la météo, qui est un complice performant, là, on voit que la sécurité l'était moins. Comment est-ce que vous avez vécu cette enquête alors ? Vous vous êtes accroché à quoi ? Vous avez essayé de tirer quel fil ? Alors le fil à tirer, c'est essayer de trouver les délinquants susceptibles de faire ça. Sont-ils locaux ? Sont-ils français ? Sont-ils italiens ? Il n'y a pas 36 équipes qui peuvent faire un coup comme ça. C'est là qu'on travaille, avec le peu qu'on a. Et ça n'a pas suffi à résoudre l'enquête. C'est pour ça d'ailleurs peut-être que vous en avez fait un livre, une fiction de cette histoire. Ce livre, il s'appelle « Le train des brumes ». Pourquoi avoir déjà écrit une fiction plutôt qu'un récit documentaire ? C'est un récit documentaire au départ. Ah, au départ, mais à la fin c'est une fiction. Les 20 premières pages, l'opération se déroule exactement comme le cas s'est déroulé. Ensuite, tout enquêteur, une affaire irrésolue, elle lui laisse un petit goût d'amertume. Je trouvais plaisant de finir une enquête qui n'a pas pu se terminer, faute de preuves, faute d'indices, faute de plein de choses. Et je trouvais assez intéressant d'avoir recours à l'encre pour mettre un peu de lumière sur un échec. Donc, les 20 premières pages, c'est authentique, c'est vrai, basé sur votre vraie enquête de police. Ce qui est fou, en revanche, c'est la mort de l'employé postal. Oui. Dans le roman, vous le tuez. Pourquoi vous le tuez ? C'est un polar. Ouais. Le commando, pour plagier Spaggiari, il a fait ça sans haine ni violence. Et ils ont fait un coup parfait, ça a suscité de l'admiration, si ce n'est de la police, du moins des médias. Ils ont fait un coup magnifique. Maintenant, le polar, on fait un polar. Les 20 premières pages sont le déroulement exact de l'attaque, excepté la mort de l'ambulant. Mais ensuite, j'ai choisi des Lyonnais, ça peut être des Marseillais, ça peut être des Turinois, ça peut être même des locaux. Et l'idée du livre m'est venue en regard du faible montant emporté. Une équipe comme ça, qui a travaillé peut-être 6 mois, ils ont dû se déchirer, je dis pas s'entretuer, dans le polar c'est peut-être un peu plus violent, mais ils ont dû se déchirer à la réception du butin. Ce butin, il correspond rien à ce qu'ils ont espéré. Vous en parlez quand même avec un sourire dans la voix de cette affaire, Yves Paudet, aujourd'hui, des années plus tard. Même une pointe d'admiration dans le langage. Est-ce qu'un flic, alors vous avez été inspecteur à la sûreté, commissaire... Mais une belle affaire, sans violence. Il y a un peu de violence, puisqu'on menotte quelqu'un, on le moleste un peu, mais c'est vrai que ça, c'est de la belle ouvrage au niveau de la voyoucratie. Alors l'admiration, c'est un grand mot, mais on dit tiens, ils ont quand même pas mal joué, hein, c'est quand même costaud. De la belle ouvrage au niveau de la voyoucratie. On retiendra cette expression, Yves Paudet. L'affaire reste irrésolue, encore aujourd'hui. Vous avez fait quoi de faux ? Alors, c'est la question qui tue, c'est la question... Chaque affaire irrésolue, c'est un pourquoi qui demande une réponse. Moi, j'aimerais bien savoir quel aiguillage dans l'Intercity j'ai loupé. L'essentiel, c'est que on a l'impression, avec mon collègue, d'avoir fait tout ce qu'on pouvait faire en fonction de ce qu'on avait. Puis ça, c'est assez rassurant. En commençant ce travail d'enquêteur, on sait très bien qu'on ne va pas réussir toutes les affaires. Mais dans ce cas précis, je ne vois pas où on a loupé. On manquait tellement d'éléments. Si on avait pu bénéficier de l'endroit où ils ont dépouillé les sacs, je pense que l'affaire aurait pris un autre tournant. Aujourd'hui, l'ADN, les traces électroniques, les traces de téléphone portable, ça changerait ça tout. Existe. Un tel cas n'existe plus aujourd'hui, parce que au niveau de la police, l'ADN a fait des progrès fous, la géolocalisation, la téléphonie, il y a certainement des balises dans les sacs valeurs, il y a plein de choses, l'analyse criminelle,
C'est un autre monde. Là, j'ai l'impression de parler de la préhistoire de la police, j'entendais dans le cas précis, mais ça n'existerait plus non plus, parce que les CFF et les postes ont aussi gommé les grosses lacunes qui ont permis la réalisation de ce cas-là. Ouais, c'est ça. Les responsables ont quand même un peu appris de ce braquage. Heureusement, forcément. Mais et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à l'intervention, Nantes, c'est un tournant dans la police. On a eu des affaires retentissantes. On a eu le Temple solaire, on a eu Montbenon, un fourgon où il y avait des millions aussi qui ont disparu. Et depuis ces cas-là, on a pris conscience de l'importance d'envoyer beaucoup de monde. Le problème de toute grosse enquête, c'est que dans toute grosse enquête inédite, vraiment inédite, c'est le chaos. L'art, c'est de faire durer le chaos le moins longtemps possible. Et pour faire durer le chaos le moins longtemps possible, il faut du monde. Et ça, c'était une des grosses remises en question au tournant des années 90, qui nous surprennent. On prend le Temple solaire, d'un coup, 50 cadavres qui arrivent à l'Institut de médecine légale. On n'a pas l'habitude, hein, c'est nouveau. Voilà. C'est la preuve que la police se remet quand même en question, puisque les rituels d'intervention sont meilleurs maintenant, nettement plus performants. On a appris des échecs précédents.
Suisse, épisode 20, Vengeance mortelle à Ponte Capriasca. Bienvenue au Tessin, bienvenue à Camignolo. Aujourd'hui, cela fait plus de 10 ans que ce village du district de Lugano a fusionné avec des voisins pour former la commune de Monteceneri. Mais quand Flavia y est née, au début des années 70, la localité ne comptait que quelques centaines d'habitants. Flavia a une grande sœur qui s'appelle Michela. Elle est plus âgée, c'est vrai, mais de 11 mois seulement. Alors, on les prend souvent pour des jumelles, surtout que leurs parents prennent un malin plaisir à les coiffer et à les habiller tout pareil. Dans la vie de Flavia, il y a ses cousins aussi. Toute la bande est inséparable et les familles sont très soudées. Il faut dire que les maisons des uns et des autres sont toutes proches les unes des autres. Sur les photos, tout le monde sourit et sur les images jaunies par le temps, Flavia est rayonnante. C'est une enfant qui adore les fêtes et qui chante dès qu'elle en a l'occasion. D'ailleurs, elle en est persuadée, un jour, elle sera une artiste célèbre. Oui, il y a beaucoup de joie à Camignolo. C'est sans doute un peu cliché de le dire comme ça, mais vu d'ici, l'enfance de Flavia ressemble un peu au Tessin, à cette région de Suisse où l'on a toujours un peu l'impression d'être en vacances, l'impression que tout le monde est heureux, ce coin de pays sublime où les montagnes verdoyantes tombent à pic dans les lacs scintillants. Le Tessin, un canton coincé entre les Alpes au nord et l'Italie au sud. Population 250 000 habitants dans les années 80, 350 000 aujourd'hui. C'est le quart de la ville de Milan, toute proche, ou un peu moins que l'agglomération de Lausanne. À l'Expo 02, le Tessin est à l'honneur, avec pas mal de clichés là aussi. Sur l'Arte Plage de Bienne, on parle merlot, châtaigne et risotto. Archive RTS. Sur l'Arte Plage, tous les ingrédients sont réunis pour transformer le lieu en une terrasse de grotto de la Léventine. Et pour faire plus vrai que nature, quelques morceaux d'une banda ticinese, ces airs que l'on joue au fond des vallées les jours de mariage. Ah, on allait l'oublier celui-ci. Après le merlot et les châtaignes, l'incontournable risotto, au nom chantant et si facile à traduire, puisqu'il s'écrit de la même manière que ce soit en piatto del giorno ou sur la Speisekarte. Cela dit, préparer un risotto, c'est tout un art. Il faut que le beurre et l'oignon prennent une belle couleur dorée. Il ne faut jamais cesser de remuer. Il faut du muscle pour éviter que ça brûle au fond du chaudron. Cette année-là, en 2002, Flavia est désormais trentenaire et elle dresse une liste de prénoms pour ses futurs enfants. Parce que c'est ça qu'elle veut, Flavia. Elle veut devenir parent avec son mari. Appelons-le Mattia. Ce n'est pas le vrai prénom. Ils se sont mariés en août 2001, après des années de vie commune. Elle a pris son nom, Bertozzi. Il est un peu plus jeune qu'elle et il travaille à la douane, dans le corps des gardes-frontières. L'avenir s'annonce radieux. Le père de Flavia, architecte, a commencé à leur construire une maison juste à côté de la sienne. Les jeunes n'auront qu'à descendre une petite pente pour retrouver les anciens. Et encore, Flavia rigole avec ça. Elle dit « Je lâche la poussette en haut du chemin et les vieux pourront directement garder leurs petits-enfants. » La maison devrait être prête en mars 2003. En attendant, le jeune couple loge dans un 3 pièces à Ponte Capriasca, un peu plus loin, sur la route qui mène à Lugano. Dimanche 31 mars 2002. C'est le week-end de Pâques et Mattia travaille à la douane de Chiasso. Vers 1h du matin, un de ses collègues arrête une Mercedes gris foncé. Au volant, Klaus O. Il est double national, roumain et allemand. C'est un homme corpulent qui mesure un peu plus d'1,80 m. Ses yeux sont bleus et ses cheveux courts sont noirs. Il a un grand nez plat et les dents espacées.
Les douaniers ne le savent pas, mais c'est un criminel qui a appris la violence dans la Securitate, l'ancien service de sécurité d'État du dictateur de Roumanie, Nicolae Ceausescu. Il s'est recyclé en Allemagne dans le recouvrement de dettes, façon mafia, sans toutefois être jamais inquiété par la justice. Les douaniers suisses ignorent aussi qu'il vient de s'énerver avec leurs collègues italiens à cause d'œuvres d'art douteuses qu'il transporte dans sa voiture ce soir-là. Mais les Italiens l'ont finalement laissé passer. Mathias surveille l'homme, tandis que son collègue contrôle les papiers à l'intérieur sur son ordinateur. Pas de trace de Klaus O dans les fichiers d'Interpol. Mais à l'extérieur, Klaus est de plus en plus nerveux. Il demande à pouvoir faire demi-tour et à rentrer en Italie. Évidemment, il n'en faut pas plus aux gardes-frontières pour pousser davantage leur contrôle. Klaus est emmené dans le local de fouille. Il y a dans ses poches quelques centaines d'euros en liquide et un couteau papillon, cette arme redoutable que l'on peut ouvrir d'un geste avec une seule main, une arme interdite en Suisse. Il y aura donc dénonciation, annoncent les douaniers. Alors, Klaus s'énerve. Il devient agressif, tellement agressif qu'on le menotte. Il se calme, les fonctionnaires le libèrent, et là, il pète les plombs et fonce sur eux. Les hommes en viennent aux mains, des coups sont échangés, et Mathias sort son spray au poivre. Mais il a beau appuyer sur la gâchette, rien n'y fait. Le forcené est de plus en plus violent. Il frappe et donne des coups de pied, jusqu'à ce que les douaniers le plaquent contre le mur, en lui cassant le nez dans le même mouvement. Klaus parvient à se retourner. Il hurle, il saigne, beaucoup. Il y en a partout. Sur son visage, sur le mur aussi, que l'homme barbouille de ses mains ensanglantées. On appelle des renforts. Le criminel se jette à terre, simule un évanouissement, se relève, bredouille des mots incompréhensibles. Quand il est finalement arrêté par la police cantonale tessinoise, il a encore le temps de crier à Mathias « Je vais revenir avec mes amis pour te tuer, pour que tu souffres ». Quand Klaus O repart vers l'Allemagne, quelques heures plus tard, c'est donc avec un nez cassé et une amende de 100 francs pour le couteau interdit. Secoué par l'épisode, Mathias appelle sa femme plus tard dans la journée. Flavia, qui fête Pâques en famille. Ils sont une quinzaine. Il lui raconte qu'il s'est passé quelque chose de grave à la douane et, même s'il n'entre pas dans les détails, son épouse s'inquiète déjà des conséquences à venir de cet événement. Des conséquences qui sont tout d'abord juridiques. Une enquête est ouverte par les autorités tessinoises. Il s'agit de faire la lumière sur ce pugilat. Plusieurs plaintes sont déposées, tant par Klaus que par les douaniers. Autant de démarches officielles qui seront finalement classées sans suite par la justice, mais qui permettront aux criminels d'identifier les 3 fonctionnaires. Et oui, leur nom et adresse figurent en toutes lettres dans tous les dossiers. En Allemagne, du côté de Francfort, Klaus O prépare sa vengeance. Les 3 douaniers doivent payer pour l'humiliation qu'ils lui ont fait subir. Ils doivent même payer le prix fort, puisque le criminel projette de défigurer ou de tuer les 3 hommes. Durant cette période, alors qu'il se met à chercher des tueurs à gages, le criminel déménage de quelques kilomètres avec femme et enfants. Peut-être parce que la justice allemande s'intéresse désormais un peu à lui ? Toujours est-il qu'en juin 2002, une équipe de la télévision allemande se rend chez lui. Il s'agit de l'interviewer de façon anonyme dans le cadre d'un reportage qui porte sur ses activités criminelles, le recouvrement de dettes pas nettes.
Dans cette séquence, qui sera diffusée l'année suivante en Suisse, Klaus O ne fait pas mystère de ses méthodes musclées quand il s'agit de récupérer l'argent de ses clients. Nous lui rendons visite soit à son bureau, soit chez lui, à la maison. Puis d'abord on parle avec lui. S'il se montre coopératif, nous repartons. Dans le cas contraire, eh bien, on l'aplatit. S'il s'agit d'un homme faible, on peut le menacer directement, mais dans le cas contraire, ça ne peut se faire que par le biais des membres de la famille. Et comment ça se passe? On lui dit, si tu payes pas, il arrivera quelque chose à ta femme ou à ta fille. Et dans la plupart des cas, il finit par payer. Vous iriez jusqu'à tuer quelqu'un? Personnellement, je ne le ferai pas, mais je connais suffisamment d'autres personnes qui le feraient. Plus loin dans l'interview, Klaus O explique encore que, parfois, lui et ses complices utilisent des couteaux pour couper des doigts ou des oreilles aux mauvais payeurs. Ça dépend de ce que souhaitent leurs clients. Et l'inquiétude grandit à Ponte Capriasca, alors que les Bertozzi commencent à recevoir des coups de fil anonymes et menaçants. En septembre, l'angoisse s'accentue encore. Flavia s'inquiète toujours pour la sécurité de son mari, évidemment, mais elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte de jumeaux. Il ne faudrait pas que sa grossesse soit perturbée par trop de stress. Quand, à la fin de l'année, Mattia part pour une formation de 3 semaines en Suisse romande, la grande sœur de Flavia lui propose de venir habiter chez elle. Mais Flavia refuse, même si elle a peur, parce qu'il faut bien que quelqu'un s'occupe de ses chats, de ses poissons, de ses tortues. Le soir du 3 décembre 2002, Flavia cuisine des truites. Elle a invité sa sœur, Michela, et une de leurs amies à venir manger à la maison. Si l'amie est bien arrivée, Michela n'est pas là. Elle s'est endormie chez elle, sur son canapé, en attendant que la pluie cesse. Elle ne s'est jamais expliqué les raisons de cette sieste qui l'a cueillie ce jour-là, juste avant de partir. Flavia est donc chez elle, seule avec son amie, dans ce quartier résidentiel de Ponte Capriasca. L'immeuble des Bertozzi est blanc, il compte 2 étages et 4 appartements. C'est sobre et fonctionnel, ni très beau, ni vraiment moche. Le village est niché au sein de 12 collines, à quelques kilomètres au nord de Lugano. Il y a par ici des cyprès, des lauriers et des vignobles. C'est tranquille, Ponte Capriasca. Les habitants apprécient la qualité de vie de cette petite commune où tout le monde se connaît et où on ne ferme pas toujours les portes à clé. D'ailleurs, même quand on ne se connaît pas, les gens sont sympas. C'est pour ça que quand 2 criminels égarés demandent leur chemin, on leur indique bien volontiers comment se rendre chez le douanier qui habite juste là. Oui, ils avaient beau avoir l'adresse exacte, ils n'ont pas trouvé tout de suite. Il est 21h quand Klaus O arrive devant la maison. Il est finalement venu lui-même sur place, accompagné d'un tueur à gages tchétchène, parce que les Moldaves qu'il avait engagés ont eu des problèmes de visa. Dans l'appartement, déjà décoré pour les fêtes de fin d'année, Flavia et son ami parlent des jumeaux à venir, en feuilletant un livre sur la grossesse. Les 2 hommes montent l'escalier. Ils sonnent à la porte, qui est fermée à clé. Flavia va leur ouvrir.
Depuis le salon, l'ami entend une voix d'homme qui demande où se trouve Mattia. Flavia répond qu'il n'est pas là, puis elle revient à l'intérieur pour prendre une feuille de papier dans un petit meuble, pour donner le numéro de téléphone de son mari aux visiteurs nocturnes. Mais déjà, les deux criminels pénètrent dans le salon, vêtus d'habits sombres. Klaus ordonne à Flavia de s'asseoir. Elle se défend, répond qu'elle est chez elle et que lui n'a rien à exiger ici. Mais l'homme sort un couteau et menace. « Obéis, ou je te coupe une oreille. » Les deux femmes sont ligotées sur des chaises. Klaus tourne et s'énerve dans l'appartement. Il s'agite, il lance des insultes en l'air, il crache sur toutes les photos de Mattia qu'il trouve, il mime des gestes obscènes avant d'essayer d'appeler le douanier sur son portable. Mais le téléphone de Mattia est éteint. Que voulait-il lui dire exactement? Voulait-il qu'il entende la mort à l'autre bout du fil? À 21h16, Klaus appelle sa femme en Allemagne. Elle racontera cet échange des mois plus tard devant un tribunal tessinois. Il m'a demandé « Je lui coupe une oreille ou la gorge ?» Je lui ai répondu de laisser cette femme tranquille. Dehors, il fait nuit. Les stores sont baissés. Ligotée sur sa chaise à côté de Flavia, son amie tremble de peur. Elle supplie, elle implore. « Ne lui faites pas de mal, elle est enceinte. » Klaus se place devant la femme du douanier. Il lui dit qu'il pourrait simplement lui tirer dessus, mais que ce serait une mort trop rapide, avant d'ajouter que ce qu'elle mérite, c'est d'être poignardée pour qu'elle souffre et pour qu'elle se rende compte qu'elle est en train de mourir. Klaus donne un ordre à son complice, qui plante alors son couteau dans le cou de la jeune femme. Elle se vide de son sang. Elle agonise. Et meurt. Vers 21h20, les deux criminels s'enfuient. Ils ont épargné l'ami de la victime, condamné à se souvenir toute sa vie de cette scène-là. Ils ont aussi renoncé à leur plan qui était de s'en prendre aux deux autres douaniers impliqués dans le contrôle musclé du week-end de Pâques. Alors ils rentrent. Ils foncent sur l'autoroute en direction du nord. À 21h47, leur Audi est flashé dans le canton des Grisons, à la hauteur de San Vittore. Sur le cliché de l'appareil qui sera rendu public, on distingue le complice tchétchène qui conduit. Son visage est froid, calme, tout le contraire de celui de Klaus, qui paraît inquiet et qui se tient la tête. Au fil des kilomètres, le chauffeur commence à chanter joyeusement des chansons militaires. Peut-être un souvenir de son passage dans l'armée russe, où il était instructeur de combat au corps à corps. Puis la voiture s'évanouit dans la nuit. L'amie de Flavia, même si elle est choquée, parvient à donner l'alerte. Et la police arrive sur place, suivie de près par le procureur du Tessin, Arturo Garzoni. Plus de 20 ans après cette soirée, l'homme raconte son entrée dans l'immeuble, dans le documentaire intitulé « Le crime de Ponte Capriasca ». Nous avons monté les escaliers et dans les escaliers, on voyait déjà des traces de sang, de plus en plus nombreuses au fur et à mesure qu'on s'approchait de l'appartement, où nous avons ensuite trouvé la pauvre Flavia. C'était l'horreur à l'état pur qui nous attendait en entrant. Cette pauvre femme, allongée sur le sol, la gorge tranchée,
dans une mare de sang. Ma première réaction a clairement été l'horreur et l'incrédulité. La période aussi m'a marqué. On était le 3 décembre et l'appartement était déjà décoré pour Noël. Il y avait ces fleurs, ces étoiles de Noël, d'autres décorations. Ça aurait dû être une atmosphère de joie, d'allégresse, de paix, de sérénité. Mais je me suis retrouvé devant une femme brutalement assassinée. Ça a naturellement provoqué en moi des émotions très fortes que je ressens encore aujourd'hui. À côté du corps, sur la table du salon, il y a un livre sur la grossesse, encore ouvert. Il est couvert de taches de sang. Le calme du quartier résidentiel est rompu par le balai des voitures de police, des services de secours. Les feux bleus clignotent dans la nuit et les silhouettes des enquêteurs dansent sur la façade de l'immeuble. Rapidement, le corps des gardes frontières est averti et la nouvelle se répand comme une traînée de poudre en son sein. Il s'est passé quelque chose de grave au Tessin en lien avec les douaniers. Quelque chose de tellement grave que, depuis la Suisse romande où il suit une formation, Mattia téléphone à un de ses collègues qui travaille sur l'autoroute. Comme aucun nom n'a encore été publié à ce moment-là, celui-ci vend la mèche sans s'en rendre compte. Il raconte qu'il y a eu un fait divers sanglant à Ponte Capriasca en donnant le nom de la rue où habitent Mattia et Flavia. Dans la foulée, le mari de Flavia appelle la police cantonale. On lui passe un de ses amis qui lui dit qu'il doit immédiatement revenir au Tessin. Accompagné par un collègue qui a insisté pour être dans la voiture avec lui, Mattia roule le plus vite possible dans la nuit. Mais ses supérieurs craignent qu'il ne se rende directement sur la scène de crime. Alors, sa voiture est interceptée avec l'aide de la police dans le tunnel du Gothard, fermé en urgence pour l'occasion. Là, un responsable raconte tout en détail à Mattia. Et alors qu'il s'effondre, une chasse à l'homme commence. Le lendemain, 4 décembre 2002, le crime de Ponte Capriasca fait la une des journaux télévisés au Tessin et éclipse presque l'autre grosse actualité du jour, l'élection de la Genevoise Micheline Calmiret au Conseil fédéral. Buonasera, la Svizzera ha una nuova consigliera federale. La ginevrina socialista Micheline Calmiret è stata eletta quest'oggi e da gennaio sostituirà Ruth Dreifuss. Questa è dunque la notizia del giorno per la Svizzera, ma a livello regionale in primo piano vi è il grave fatto di sangue avvenuto a Ponte Capriasca. Flavia Bertozzi, incinta di 2 gemelle, è stata pugnalata alla gola ieri sera nel suo appartamento. La polizia è sulle tracce di 2 uomini, uno di loro si sarebbe voluto vendicare del marito della vittima, una guardia di confine. Oui, vous l'avez peut-être compris. Immédiatement, les enquêteurs ont fait le lien entre l'altercation à la douane de Chiasso et le meurtre. Une photo de Klaus O et un portrait robot de son complice sont déjà diffusés à travers tout le pays, à travers toute l'Europe. Au Tessin, les 3 douaniers concernés ainsi que leurs familles sont placés sous protection policière. Leurs enfants ne vont plus à l'école. Des hommes armés de mitrailleuses montent la garde dans les appartements. Des patrouilles surveillent les alentours. La peur s'infiltre dans les esprits. Où sont les tueurs ? Le 6 décembre, un appel à témoins est lancé dans l'émission Aktenzeichen XY, qui est diffusée en Allemagne, en Suisse et en Autriche. À l'écran, les visages des hommes en fuite, la photo pour Klaus O et le portrait robot pour son complice. Klaus
Selon la police, Klaus est l'auteur principal. Nationalité allemande et roumaine, 31 ans, il mesure entre 1,80 m et 1,85 m. Yeux bleus, corpulence forte, cheveux noirs et courts. Grand nez plat, dents espacées. Son complice est âgé d'environ 35 à 40 ans. Taille de 1,90 m à 1,95 m, corpulence forte, yeux foncés. Il a les cheveux châtain clair et une cicatrice sous l'œil gauche. Il est aussi question à la télévision d'une Audi A4, louée par les malfrats quelques jours auparavant et jamais rendue à l'agence de location. En cours d'émission, des témoignages au standard signalent la voiture à Vaduz, au Liechtenstein. À l'intérieur du véhicule, la police retrouve un itinéraire routier qui passe par 3 étapes. Les 3 domiciles des 3 douaniers impliqués dans le contrôle du week-end de Pâques. Le même jour, la femme de Klaus O est arrêtée en Allemagne. Au moment de son arrestation, elle s'apprêtait à monter dans un car avec ses 2 enfants en bas âge pour s'enfuir en Roumanie. La police a retrouvé sa trace grâce au portable de son mari que celui-ci a jeté dans un chantier de Ponte Capriasca. Au domicile familial, on retrouve une sinistre to-do list avec tout ce qu'il y a à faire pour tuer les 3 douaniers. Les noms, les adresses, le matériel, la location de voiture, tout y est. Les Tessinois sont sous le choc. Une semaine après le meurtre, une retraite au flambeau et des prières silencieuses sont organisées. Ceux qui la connaissaient n'arrivent toujours pas à croire que plus jamais Flavia ne leur lancera une joyeuse plaisanterie. Au-delà de la tristesse, c'est aussi la peur qui s'abat sur la région. Avec le meurtre, une période enchantée vient de se terminer. Une période où l'on pouvait laisser sa porte ouverte sans crainte, pendant toute la nuit ou lorsqu'on s'absentait pour une course. C'est certain, après ce drame, le Tessin ne sera jamais plus comme avant. La peur,
On la retrouve aussi qui fait son chemin au sein du corps des gardes frontières qui sont traumatisés par cet épisode. Une septantaine de fonctionnaires, plus ou moins proches de la famille Bertozzi, bénéficient d'un soutien psychologique. Inquiet, un douanier se confie à ses collègues. Il dort désormais avec son arme de service chargée à côté de son oreiller. L'inquiétude se répand aussi au-delà de la région tessinoise, à la frontière franco-suisse de Saint-Gingolph, par exemple, comme le montre ce reportage de la RTS diffusé le 9 décembre 2002. Bonjour, j'aurai une pièce d'identité s'il vous plaît, monsieur. Dès janvier, une plaquette d'identification sur les uniformes aurait dû être portée par chaque agent. La mesure a pour l'heure été suspendue, une décision bienvenue pour les douaniers qui constatent une violence en constante augmentation aux frontières. On a des cas, pas dire journellement, un cas par semaine on a, des cas chauds peut-être moins régulièrement, mais c'est vrai que ça arrive, ouais. Des personnes qui vous demandent votre nom parce qu'elles ne supportent pas le simple fait de se faire contrôler. Ça arrive, c'est sûr. Sur le terrain, les douaniers s'estiment bien formés et suffisamment en sécurité, mais qu'on ait pu porter atteinte à la sphère privée d'un des leurs provoque un sentiment d'impuissance. Le président de la Confédération lui-même sort de sa réserve devant l'émotion nationale provoquée par le meurtre. Dans le Sonntagsblick, Kaspar Villiger affirme que l'État est directement concerné puisqu'il s'agit d'une vengeance après un contrôle mené par des fonctionnaires fédéraux. Ce qui s'est passé est l'affaire de tous, dit-il. Mais des voix s'élèvent pour qualifier ce soutien de Berne de maigre consolation étatique. En effet, à la même période, il manque au moins 200 agents bien formés au corps des gardes frontières qui sont en sous-effectif. En novembre 2002, le Conseil fédéral, présidé donc par le même Kaspar Villiger, avait dû envoyer des gardes fortifications de l'armée, militaires professionnels, en renfort des douaniers. Huit jours après le meurtre. Premier soulagement. 2 arrestations sont annoncées le 11 décembre dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Flavia Bertozzi Moroni. Il s'agit de 2 complices présumés de Klaus, 2 tueurs à gages moldaves, un père et son fils, qui n'avaient pas pu s'acquitter de leur mission à cause de problèmes de visa. Nouveau soulagement. 48 heures plus tard, la police met la main sur Klaus O, dans le nord de la Roumanie. Il est arrêté dans la maison d'une des proches de sa femme où il pensait avoir trouvé un discret refuge. La police tient enfin l'auteur présumé du meurtre épouvantable commis au Tessin. L'homme qui a égorgé ou fait égorger la femme d'un douanier par vengeance a été arrêté après 10 jours de traque lancés dans toute l'Europe. Georges Gandola. Sa cavale aura duré 10 jours. L'instigateur et peut-être l'exécuteur matériel de ce crime inouï est aux mains de la police roumaine. Klaus, citoyen allemand d'origine roumaine, 31 ans, avec un complice, avait quitté la Suisse apparemment la nuit même de leur crime. Selon les premiers éléments de l'enquête, le plan sanguinaire de l'individu prévoyait aussi l'assassinat des 2 autres gardes frontières présents le jour du contrôle. Faute de visa, les tueurs pressentis n'avaient pu entrer en Suisse. 2 membres de son équipe qui avaient été refoulés à la frontière le jour du meurtre sont déjà depuis 2 jours sur les verrous en Roumanie. Klaus avoue les jours suivants. Oui, il a organisé les meurtres des 3 douaniers. Oui, il avait bel et bien prévu de défigurer ou de tuer Mattia pour se venger. Mais il affirme aussi que ce n'est pas lui qui a planté le couteau dans le cou de Flavia. Celui qui a tué, explique-t-il, c'est Alexander B., le tueur à gages tchétchène qu'il avait engagé pour donner une leçon aux gardes-frontières et à qui il avait promis des milliers d'euros. « Si j'avais voulu la tuer, j'aurais utilisé le pistolet que j'avais sur moi », jure-t-il. Comme Klaus O est double national roumain et allemand et qu'il a refusé son extradition, il est jugé à Bucarest. Son procès débute le 1er août 2003. Il arrive au tribunal enchaîné, flanqué de policiers vêtus de tenues de combat, cagoulés et lourdement armés. Les caméras filment un homme amaigri et désormais un peu barbu. Jean clair, pull gris, foulard rouge.
Il porte sur la tête une sorte de béret militaire bleu marine, tiré en arrière. Les policiers le font patienter devant la salle d'audience. Il se redresse, dans une pose presque militaire, jambes légèrement écartées, menton relevé, mâchoire serrée. On lit sur ses lèvres un tremblement d'agacement. Les représentants des autorités tessinoises présents sur place pensaient voir le diable, ou en tout cas un monstre robuste à l'air terrifiant. Il se retrouve face à un trentenaire qui semble un peu paumé, un homme banal qui dit que ce n'est pas lui, qu'en gros, il n'a rien fait de bien grave. C'est le Tchétchène qui a cru qu'il lui donnait l'ordre d'égorger la femme. Une version mise à mal par le témoignage de l'ami de Flavia. Sur les images de télévision, l'audience semble un peu bordélique. La salle est minuscule, les bancs pour s'asseoir aussi. La juge est assise sur un petit promontoire. L'accusé est juste là, tout près d'elle, en face. Posé derrière une légère balustrade en bois, Klaus tourne le dos à la salle. Rapidement, la procédure s'enlise, notamment parce que l'entraide judiciaire péclote entre Lugano et Bucarest. Des documents sont adressés trop tard et aux mauvaises personnes. Le procès finit par être ajourné. Les mois passent et tout patine. Alors que le procès de Klaus O est enlisé à Bucarest, le procès de sa femme débute en mars 2004 à Lugano. Elle est inculpée de complicité de crimes manqués de meurtre et de complicité de tentative de meurtre. Attendez. Crime manqué de meurtre? Pourtant, Flavia a bel et bien été tuée, non? Oui, c'est vrai. Mais ce qui est jugé au Tessin en ce printemps 2004, ce n'est pas le meurtre de Flavia, c'est la participation des complices au plan de Klaus O qui voulait tuer les 3 douaniers. Or, ces 3 crimes planifiés n'ont finalement pas eu lieu. Ce sont bel et bien des crimes manqués. D'ailleurs, les 2 Moldaves arrêtés juste avant Klaus sont eux aussi sur le banc des accusés, au Tessin. Ils ont été extradés, eux, et ils doivent répondre de complicité de tentative d'assassinat et d'organisation criminelle. Ce décalage juridique n'est pas facile à comprendre pour la famille de Flavia, ni pour la population, qui ne pense qu'à la jeune femme tuée et pas aux 3 douaniers encore en vie. Pendant l'audience, la juge lit mot pour mot le témoignage de la super témoin qui a assisté au meurtre de son ami, mais elle n'est pas présente dans la salle, pour des raisons de sécurité. D'ailleurs, personne ne sait qui c'est, sauf les enquêteurs. Son nom, son visage, sa voix, rien n'a été rendu public. Il n'y a que ces mots, sa description précise de ce qui s'est passé le soir fatidique à Ponte Capriasca. La violence, le couteau, le sang, la mort. Et cette femme, cet ami qui vivra
Bernardi, bonjour. Bonjour. Sharon Bernardi, vous êtes journaliste à la RSI, la radio-télévision suisse de langue italienne. On vous appelle dans votre studio de Comano, au Tessin, parce que, Sharon Bernardi, vous avez suivi ce crime de Ponte Capriasca en tant que journaliste. Quel est l'impact à l'époque de ce crime au Tessin? Est-ce qu'il y a un avant et après crime de Ponte Capriasca au Tessin et plus largement dans cette Suisse d'expression italienne? Oui, je dirais, oui, bien sûr, il y avait un avant et un après. C'était un peu comme, je dirais, la fin de l'innocence. C'était un peu une prise de conscience d'une vulnérabilité. Ces années-là, on venait d'avoir le Ticino Gate. C'était une affaire qui avait embranlé les institutions. Et le crime de Ponte Capriasca a touché, je dirais, les nerfs de tout le monde. L'ancien procureur Arturo Garzioni l'a bien résumé dans notre documentaire. Et il disait à partir de ce moment-là, tout le monde fermait sa porte. L'écho national de ce crime-là a été incroyable, probablement aussi parce que, à cause de l'implication de gardes-frontières qui relève directement de la compétence fédérale, cela a été considéré tout au début comme une attaque aux institutions. Des conseillers fédéraux sont passés à l'action, ils sont venus au Tessin. Et je dirais que cela n'a jamais été seulement une histoire de crime. Comment s'est passé votre travail à l'époque? Parce que vous n'êtes pas sur place, hein, vous n'êtes pas devant la maison le soir même quand l'affaire commence, quand le crime est commis, mais assez rapidement, vous allez vous emparer de cette affaire. Comment tout ça s'est passé? Parce que rapidement, les autorités ont réussi à identifier les deux auteurs, c'est-à-dire Klaus O et Alexander B. Comment est-ce que vous avez fait votre travail de journaliste à ce moment-là? C'était très compliqué et la recherche des coupables, vous l'avez dit, a impliqué les forces de la moitié de l'Europe et cela n'a pas été facile pour nous non plus. C'est-à-dire que nous avons dû chercher des informations en Roumanie, en Russie, par exemple, parler avec des avocats, des policiers, des autorités judiciaires qui avaient avec la presse un rapport que je dirais différent. C'est-à-dire par exemple, à Bucarest, je me souviens qu'il y avait un chef de police que je venais d'interviewer et soudainement, il avait ouvert son dossier papier qu'il avait sur son bureau et il voulait me montrer des photographies. C'était des photos de ce qui s'était passé ce soir-là dans l'appartement de Via Beneficio à Ponte Capriasca. Des photos de la scène de crime? Oui, bien sûr. Et je me souviens que je n'ai pas voulu regarder, mais j'étais complètement choquée. Vous avez aussi suivi les procès. Il y a eu le procès à Lugano. Alors ça, on imagine que vous avez l'habitude, surtout que vous avez commencé votre carrière en tant que chroniqueuse judiciaire, Sharon Bernardi. Mais vous avez aussi suivi les procès de Bucarest et de Moscou. Là, c'est un autre monde que vous avez découvert, non? Oui, je me suis rendue plusieurs fois à Bucarest pour le procès de Klaus O. Il est mort en prison il y a une dizaine d'années. Et je n'ai jamais oublié ce que j'ai vu. Je l'ai appelé la banalité du mal. Il était menotté pieds et mains. C'était un tribunal bruyant, avec beaucoup de voix. C'était presque un souk. Il y avait un détecteur à l'entrée qu'on pouvait facilement contourner sans difficulté. Et j'ai ressenti à ce moment-là la pression. C'est-à-dire qu'au Tessin, on voyait Klaus O pour la première fois à travers mon récit. Et puis j'étais en Russie. Là-bas, après d'années de recherche, Alexander B. a été capturé et jugé. Il était un ancien soldat de la guerre en Tchétchénie. Il avait un tas de pseudonymes et il acceptait de tuer Flavia pour 3 000 €. Et c'était un processus qui a duré quelques minutes. J'avais presque une impression que c'était une mise en scène. Nous étions à Moscou pendant une semaine, en attendant le début de ce procès-là, sans savoir pourquoi il venait d'être retardé jour après jour. Et finalement, ça s'est fait dans un bâtiment désert. Alexander B. a été condamné à 20 ans de prison.
C'était un homme d'âge moyen qui boitait jusqu'à la cellule de prison de la salle d'audience. Et il a été libéré maintenant et il a l'interdiction de venir en Suisse. Quel a été l'impact sur votre travail journalistique de toute cette affaire, Sharon Bernardi? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre approche de ces affaires criminelles? Bien sûr, il a eu un impact très significatif, je dirais, sur mon travail. D'une part, sur la recherche des mots à utiliser. J'ai écouté dans la salle d'audience, à cette époque-là, les témoignages de la super témoin. Et je me souviens que ce récit s'est terminé alors qu'il restait plus ou moins une demi-heure avant l'émission à la radio. Et il m'a fallu m'asseoir sur les marches du palais de justice pour laisser aller mes émotions et trouver finalement les mots pour raconter à la radio l'horreur que je venais d'entendre. La deuxième conséquence concerne les victimes. Dans un récit journalistique, l'accent est mis toujours sur le coupable présumé, sur sa personnalité, ses actes, son récit. Et la victime presque disparaît. C'est presque victime une deuxième fois. Elle est sans identité. On savait tout de Klaus O, d'Alexander B, mais on savait peu ou rien de Flavia. Et tout cela a eu une énorme influence sur mon parcours professionnel, surtout maintenant que je travaille à la télé. Et sur vous-même, ça a eu quel impact, cette affaire? C'était effrayant, c'est-à-dire que c'était comme être obligé à regarder dans l'abîme pour travail. Il faut être professionnel, mais on ne peut pas absolument rester insensible. Et à partir de ce moment-là, j'ai un peu appris que je peux décider à quelle distance je dois rester du bord de l'abîme. Sharon Bernardi, vous avez co-réalisé le documentaire qui s'appelle Le crime de Ponte Capriasca. Vous l'avez co-réalisé avec Dimitris Statiris. Il y a énormément de proches de la famille de la victime de Flavia qui témoignent. Il y a énormément de représentants de la justice, de la police, des gardes frontières qui s'ouvrent à vous, qui parlent devant vos caméras, devant vos micros. Comment est-ce que vous expliquez que autant de gens étaient d'accord de se replonger dans cette terrible histoire? Ça n'a pas été facile. Absolument pas. Ce documentaire-là est né un peu par hasard, lors d'un déjeuner avec le réalisateur Dimitris, qui est d'origine grecque et qui ne connaissait pas cette affaire-là. Et je lui ai raconté combien il m'avait touché, la pensée qui m'avait toujours accompagné, c'est-à-dire de n'avoir pas parlé suffisamment de la victime. Et ce docu lui est dédié à toutes les victimes qui n'ont pas de nom. Et nous avons rencontré plusieurs fois la famille, surtout, qui au début ne voulait pas parler, mais ça a été surtout l'empathie de Dimitris qui les a fait accepter, surtout Michaela, la sœur de Flavia, qui ne s'était jamais montrée auparavant. Et je dirais que pour tous ceux que nous avons interviewés, ce document-là, c'était une sorte de clôture, je dirais comme ça. Et maintenant, on est restés tous en contact et parfois on va manger ensemble, on va sortir. C'était bien.